Cela vient peut-être des exploits d'Éric Tabarly il y a près de 60 ans dans la Transat anglaise. Les marins français excellent dans la navigation en solitaire. Celle-ci a connu de nombreuses évolutions, à l'image des bateaux de plus en plus rapides sur une ou plusieurs coques. Il y a 30 ans, le premier vainqueur du Vendée Globe bouclait le tour du monde en 109 jours. Les 3 océans sont aujourd'hui avalés en 74 jours. Et pourtant, cette course a-t-elle vraiment changé? Jean Le Cam nous offre son regard. Il y a toujours une personne tout seul sur un bateau à voile qui est poussé par le vent, qu'on essaye de faire le plus rapide possible, qui part des Sables d'Olonne et qui revient à Sables d'Olonne. Donc ça, pour le coup, ça n'a pas bougé depuis le début. Après, forcément, la technique évolue, les bateaux sont plus ou moins les mêmes. Il y a toujours un mât, des voiles, une quille. Bon, après, il peut y avoir une quille qui bascule, il peut y avoir des pilotes automatiques qui ont évolué, il peut y avoir des voiles qui pèsent moins lourd maintenant, forcément. Tout ça évolue. Maintenant, l'essentiel reste toujours la même chose. Incroyable, qu'est-ce que c'est que ce truc? J'en panne. Ah bah ça c'est de la folie furieuse. Ça c'est de la folie furieuse. Incroyable, hein. Moi, j'en chie depuis 2 mois pour venir voir ce caillou. Et j'arrive ici, il y a les autobus avec les appareils photo, les caméscopes et les saucisses frites bientôt. J'aurais pas cru que je me serais baigné pendant le Vendée Globe. Les marins se filment à l'autre bout du monde. Le public est bien là, fasciné par les aventures et les exploits des navigateurs. J'ai mis la cagoule parce que ça fait, ça fait combattant, ça fait le parcours des combattants. Mais la mer reste un milieu hostile, qui s'accompagne de moments difficiles, de frayeurs, de chavirages, et parfois même de disparitions à l'image du navigateur canadien Jerry Wolfe en 1996. Les gens progressent en sécurité à partir du moment où il y a un accident. Et il y a eu à un moment des disparitions en mer avec Jerry Wolfe, avec un certain nombre de bateaux qui a chaviré. Et donc, forcément, à partir de ce moment-là, il y a eu des prises de décision au niveau sécurité, au niveau stabilité des bateaux qui ont été faites. Quelques jours plus tard, nouveau rebondissement. Jean Le Cam a déclenché sa balise de secours. Vincent Rioux arrive sur zone, le bateau est renversé, mais le skipper sera sauvé. Donc il y a un moment, j'étais sûr que Vincent était là, quoi. Donc ça, c'était important parce que si tu sors et il n'y a personne, ben t'es mal. Le fait que je sois en vie, c'est sûr que c'est pas le téléphone, c'est pas la VHF, c'est pas tout ça, hein. C'est uniquement la combinaison de survie, parce que sinon je serais mort d'hypothermie, tout simplement. Ça se présente comme ça. Quand on la connaît, je dirais que... Voilà. Donc, bon, après... Là, j'ai mes chaussures, je la mets même avec mes chaussures. Là, ça va parce qu'on est sur la terre ferme. Ouais, mais enfin bon. On met dans des conditions difficiles. Bon, on fait pareil. Et ça marche. On se cale dans un coin. Et puis une fois qu'on est calé, ben, on l'enfile. L'eau est à quelle température? 5 degrés. Donc, si vous n'avez pas ça... Ah bah c'est fini. Ça, c'est clair. L'histoire d'amour qui lie Éric Tabarly à Penduick sera intouchable. Toute sa vie, le marin se battra pour améliorer et sauver son bateau, devenu légendaire. Quand mon père a voulu mettre Penduick en vente, moi j'étais pas heureux du tout. Et
Et je me souviens avoir vraiment découragé un acheteur qui était venu pour visiter le bateau. Je lui ai fait remarquer tout ce qui allait pas pour être bien sûr que ce monsieur soit bien découragé. C'est une personne qui a par ses victoires diverses et variées, ses bateaux tous différents, etc., a marqué l'histoire de la voile, c'est clair. Donc tous ces bateaux étaient l'issue d'une réflexion à la fois d'Éric et des gens qui travaillaient aussi avec Éric, parce qu'il était bien entouré au niveau de la Marine nationale et d'Assaut, etc., pour le côté Paul Ricard, par exemple, qui était un bateau à foil. Voilà, donc il a toujours été assez novateur dans ces bateaux. Faire voler les bateaux. Le rêve de Tabarly et de nombreux compétiteurs est devenu réel. En l'espace de quelques années, la course au large est entrée dans une nouvelle dimension. On a attaqué le plus possible et on a fait des pointes à 43 nœuds avec des vitesses moyennes stabilisées à 40 nœuds. Donc c'est génial, hein. C'est des choses qu'on espérait, mais on n'avait pas encore vu ces chiffres-là sur le bateau. Et là, non seulement on les a vus et on les a ressentis, et ça change quand même pas mal le feeling, parce que le bateau touche très peu l'eau, il a des mouvements très très secs. Donc c'est intéressant et c'est à continuer. Après, je pense qu'il faut faire attention à ce que la technique ne dépasse pas l'homme. Est-ce qu'on veut se diriger vers des bateaux qui sont entièrement gérés comme des drones? On pourrait faire un Vendée Globe avec un bateau réel sur l'eau, avec les manettes à la maison. Pourquoi pas? On est bien capable de faire la Coupe América avec des monocoques sans qui volent. Donc, si on fait un cahier des charges, c'est sûr qu'on y arrive. L'homme, il est terrible pour ça, quoi. Non, mais la question, c'est est-ce qu'on veut ça? Parce qu'il y a un moment où si la machine dépasse la capacité de l'homme à la gérer, ça devient un problème.